Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Raphaël Legendre qui est journaliste économique au quotidien L'Opinion. En une, ce lundi de votre journal, Macron ballotté entre deux guerres. Et sur le site de l'opinion.fr, cet article, le gouvernement a raté le reconfinement avec les petits commerces. On va bien entendu y revenir. Marion Mourgue est-elle encore reporter au service politique du Figaro. En une ce matin du Figaro, Samuel Paty, hommage sous haute tension dans les écoles. Et sur le site lefigaro.fr, Covid-19, la deuxième vague ne sera pas la dernière, craint le conseil scientifique. Enfin, Rodolphe Bonas est PDG de CACOM, le premier groupe de communication indépendant français dédié au commerce de détail. Vous êtes un spécialiste de la grande distribution. On vient de voir une coiffeuse qui est dans une détresse absolue, qui passe par toutes les quelques étés d'ailleurs, pardonnez-moi, les annonces plutôt rassurantes du gouvernement aujourd'hui, en particulier de Bruno Le Maire. Mais voilà, on voit qu'ils sont en train de passer par des moments absolument épouvantables, en ayant l'impression, et ça n'est pas qu'une impression, qu'ils font des efforts terribles. Ça traduit un état d'esprit et une perturbation absolue chez nos commerçants. Alors oui, c'est absolument catastrophique. Il faut comprendre que pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces commerçants vivent aussi deux périodes très difficiles. On se souvient des gilets jaunes, on se souvient des grèves, donc c'est la troisième année, donc ça fait beaucoup pour eux. Ces commerçants abordent une des périodes les plus essentielles de l'année. Pour certains d'entre eux, c'est sur les 2 mois qui viennent, il faut imaginer que c'est près de 50% du chiffre d'affaires. C'est faramineux. C'est absolument faramineux. Alors pas dans tous les secteurs, mais c'est quand même colossal. Et puis, enfin, ce qu'il faut expliquer, c'était assez bien montré dans votre reportage, c'est que, en effet, le gouvernement met en place des dispositifs qui vont alléger des charges. Mais l'allègement des charges ne remplace pas le chiffre d'affaires que vous n'avez pas. Et quelque part, même si vous payez moins de charges, il va vous en rester un petit peu. Et c'est pas le fait de ne plus avoir de charges qui va vous faire vivre. Et c'est pour ça qu'on a une détresse qui est absolument colossale sur ces petits commerçants. Le MEDEF soutient les fédérations de commerçants qui viennent d'annoncer, qui demandent une réouverture absolue pour le 13 novembre. Enfin, 1, est-ce que vous les comprenez? 2, est-ce que ça vous paraît raisonnable? Et là, on va faire un tour de table autour de cette date. Alors, 1, je les comprends parfaitement pour les raisons qu'on vient d'évoquer. 2, ça me paraît raisonnable pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on évolue dans un dispositif qui est un des plus inéquitables qui ait jamais existé. C'est-à-dire que sous le principe de l'équité qui a été mis en avant, on considère et on dit finalement, on vient de sanctionner brutalement le petit commerce, eh bien, par principe d'équité, on va aussi sanctionner brutalement le grand commerce. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en réalité, à côté de ça, lorsqu'on perd du chiffre d'affaires, il est perdu, il n'est pas rattrapable. C'est pas parce que vous allez punir un grand commerçant que les petits commerçants vont en profiter, puisque vous le savez, vont rester un certain nombre de réseaux en fonctionnement, que sont en particulier les grandes plateformes Internet et à la première d'entre elles qui est Amazon. Donc, quelque part, l'inéquité fabrique en réalité un gros bénéfice pour certains acteurs en mettant d'autres en grande difficulté. Marion Mourgue. On pourrait rire de la situation si ce n'était pas aussi tragique. En mettant d'autres en grande difficulté. Marion Mourgue. On pourrait rire de la situation si ce n'était pas aussi tragique. Oui. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que le gouvernement, le Premier ministre, quand il est arrivé au mois de juillet, nous a annoncé qu'il y aurait de la concertation et que les territoires seraient entendus. Il faut quand même se rappeler son discours de politique générale. Le mot territoire est répété 23 fois. Donc ça annonce une nouvelle séquence. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des décisions qui finalement sont prises encore du haut, ce que dénoncent les gens. Et des décisions qui sont incompréhensibles parce qu'elles sont absurdes. C'est-à-dire qu'à un moment, on interdit les livres et puis on se rend compte que finalement, les grandes surfaces peuvent vendre des livres, donc on va les interdire. Puis après, on interdit le maquillage. Enfin, c'est quelque chose d'absurde. Donc, au lieu qu'il y ait de la concertation et que ce soit pensé et anticipé, c'est annoncé d'en haut sans que ce soit compris. Et on arrive à des situations où on a une coiffeuse qui va peut-être fermer son magasin. Raisonnablement, on pouvait concerter et en même temps prendre des décisions parce que là, ils ont été poussés à ce nouveau confinement, parce qu'ils sont très inquiets des chiffres et finalement on se rend compte que ça pourrait peut-être durer beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine. Enfin bref, en tout cas en ce moment c'est le pessimisme qui domine dans la perception que l'on a des derniers chiffres concernant nos hôpitaux, la réanimation et les cas qui continuent de se multiplier. On pouvait faire de la concertation autour de tout ça avec des commerces qui par définition, parce qu'ils sont des petits commerces, ont des intérêts différents, des contraintes différentes, sauf celle de leurs charges qui tombent et de leur loyer qui tombent tous les mois, ça c'est sûr, comme vous l'évoquiez il y a quelques instants. Malheureusement, la seconde vague était annoncée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Non. On l'a senti venir dès la fin de l'été, et même le 14 juillet, quand Emmanuel Macron prend la parole devant les Français, il dit on sera prêt en cas de seconde vague, il y aura de la concertation, on sera au plus près des territoires. À partir du moment où le gouvernement annonce cette manière de faire de la politique qui doit prendre en compte la réalité du terrain, c'est vrai que là, les Français ne comprennent plus, avec le risque qu'ils ne suivent plus les décisions qui sont annoncées. Raphaël Legendre, Bruno Le Maire, encore ce matin, s'est exprimé
longuement pour dire qu'il allait prendre un nombre de choses en charge de façon absolument faramineuse concernant les petits commerçants. Est-ce qu'ils sont voués dans les 6 mois à subir une fermeture sur 2, ou est-ce qu'ils continuent d'être aidés, parce qu'on met aussi en jeu des sommes très importantes en ce moment pour soutenir l'économie au sens large. Et alors, quelle est la part du petit commerce dans tout ça? Bien sûr. Le gouvernement a déjà élargi les vannes. On dépense sans compter pour préserver notre tissu industriel, le tissu des services. Il y a un fonds de solidarité qui a été mis en place lors du premier confinement. Au début, ce fonds de solidarité qui s'adressait uniquement aux petites entreprises de moins de 11 salariés permettait à ces petits commerçants de toucher 1 500 € par mois. Oui. On avait reporté leurs charges, ce qu'on a vu dans le reportage, puis ces reports se sont transformés en exonération. Pour ceux qui avaient des salariés, il y avait le chômage partiel, et pour certains, les bailleurs avaient accepté de lever le loyer que devaient payer ces commerçants. Tous ces dispositifs ont été élargis. Le chômage partiel a été repoussé jusqu'à l'été prochain. Ce fonds de solidarité a été élargi aux entreprises de moins de 50 salariés dorénavant. Et soit les chefs d'entreprise, soit les commerçants peuvent toucher non plus 1 500, mais jusqu'à 10 000 € en fonction des pertes qui sont accumulées. Jusqu'à 10 000 € sont des sommes importantes. La perfusion publique s'est accrue, continue et s'accrue envers tous ces magasins. Le gouvernement, il marche sur un chemin de crête très compliqué entre le sanitaire et l'économique. Oui. C'est facile de critiquer, c'est beaucoup plus difficile quand on est aux manettes. Ils ont accéléré sur les aides publiques. Bruno Le Maire lui-même, la semaine dernière, en Conseil de défense, avait plaidé pour le maintien de l'ouverture de ces petits commerces, en voyant les problèmes politiques que ça allait amener. C'est l'axe Olivier Véran et Jean Castex qui tient la corde pour l'instant, qui mise d'abord sur la protection sanitaire. Mais on voit bien que le problème maintenant, c'est l'incompréhension de ce système où effectivement, on va devoir mettre sous cellophane les livres dans les supermarchés, on va devoir retirer les produits cosmétiques qui sont à côté des dentifrices dans les supermarchés, mais on ne pourra pas les vendre ensemble. C'est totalement incompréhensible. Mais pourquoi? Parce que aussi les Français ont une approche différente de ce que peut être le virus. C'est-à-dire que le système qui est mis en place, le confinement qui est mis en place aujourd'hui, c'est le même qu'au printemps. On ne change pas. Et si vous pouvez organiser du click and collect ou un coup de fil à votre libraire, il pourra vous vendre les livres devant le magasin, ça peut fonctionner. On ne le dit pas assez, mais donc on a mis en place tout ce qu'on pouvait pour maximiser la protection sanitaire. Ça reste un confinement parce que les chiffres de contamination sont là. On accélère les financements publics de l'autre côté, mais on voit bien que malgré tout ce qu'on a pu nous expliquer sur la préparation gouvernementale, on arrive à un moment où plus personne n'y comprend rien, ce qui nourrit la grogne face à ce confinement, et ce qui peut avoir des conséquences politiques très graves, d'autant plus que tout ça est nourri par quelques maires. Marion Mourgue. Moi, j'apporterais juste un bémol. Le confinement, il n'est pas exactement le même que celui du mois de mars, puisqu'on nous dit il faut continuer à travailler, il faut que la machine économique tourne, parce que sinon, aux morts sanitaires, il y aura des morts économiques. C'est d'ailleurs pour ça que c'est d'une certaine façon plus dur par certains aspects. Oui, mais le mot d'ordre, c'était aussi travailler et continuer à consommer dans les commerces de proximité. Alors les Français disent on veut bien, mais ils sont fermés. Donc c'est là où le message ne peut pas être clair, puisqu'il n'est pas dit de manière compréhensible. Rodolphe Bonas, alors on imagine toujours les hyper, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans beaucoup de petites villes françaises, il y a ce qu'on appelait avant des épiceries, qu'on appelle maintenant plutôt des supérettes, qui appartiennent à des grands groupes, mais qui sont de fait des commerces de proximité, de petite taille, et où donc en ce moment, on est en train de poser les cloisons en bois sur certains produits et en laissant les autres accéder au public, enfin aux clients, c'est ahurissant. Alors on a basculé dans le commerce administré. C'est-à-dire que là, clairement, l'État a dit je vais décider, j'ai pris la décision d'organiser le commerce et vous allez acheter ces produits et vous n'allez pas acheter ce type de produit, ce qui est complètement ubuesque parce que mécaniquement, la notion d'essentialité, elle est extrêmement variable. Ce qui est essentiel pour vous n'est pas forcément pour moi. Moi, en l'occurrence, peut-être que je ne vais pas avoir besoin de changer de chaussettes pendant les 2 prochaines semaines. Vous aussi, mais vous n'allez pas pouvoir les acheter dans les rayons. Il va falloir les commander sur Internet. Bref, on se rend compte... Une question qui a été posée ce matin à Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'on fait pour les slips et les chaussettes de nos enfants? Et le ministre a répondu, vous les achetez sur une plateforme et vous n'êtes pas obligé de les acheter sur une plateforme américaine. Non, mais vous vous rendez compte jusqu'où on va?
C'est-à-dire que soit on prend une décision qui est une décision, on va au bout du geste et on dit pendant 4 semaines, on n'achètera pas ces produits. Et dans ce cas-là, le commerce est suspendu et il reprendra au bout de 4 semaines. Mais à partir du moment où on saupoudre des dispositifs qui sont même qu'on ne pourra pas mettre en place dans la totalité, imaginez-vous, Yves Calvi, que dans un hypermarché, il y a 50 000 références de produits. Quand on va rentrer dans ces 50 000 références de produits, alors oui, bâcher un rayon de livres, c'est facile, on le voit, c'est fait. Mais lorsque vous rentrez ligne à ligne, rayon par rayon, il va falloir enlever les produits, les remettre en stock. Les stocks sont pleins. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais je pense clairement qu'on a perdu tout sens commun, tout sens d'opérationnalité dans une décision pareille. Ça a été pris à l'emporte-pièce sur la base, pardonnez-moi, d'un dispositif qui souvent est un petit peu démagogique, de dire « Ouh là 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 là, on a tapé sur le petit commerce, vite, tapons sur le grand commerce, parce que c'est comme ça qu'on va rendre les choses équitables. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, si je puis ajouter, si je puis compléter quand même, après la grogne des libraires, après la grogne des petits commerces qui ont dit non, nous les petits on nous ferme, les grands c'est pas le cas, nous voulons l'égalité de traitement. Encore une fois, on a privilégié en France l'égalité à la liberté et on a passé à la guillotine la vente de tous ces produits, mais ce qui n'a pas vraiment de sens. Les libraires et les petits commerçants, lors du premier confinement, Bruno Le Maire leur avait proposé aux libraires de rester ouverts. Ils ont dit non à l'époque. Ils ont dit non. On préfère toucher nos subsides publics et rester fermés parce qu'on a la trouille. Après, Marion Mourgue a tout à fait raison. On a quand même adapté les magasins depuis. Les salons de coiffure, par exemple, ont dû investir pour certains des milliers d'euros en masques, en visières, en murs de plexiglas pour séparer les fauteuils les uns des autres. On a donc la capacité aujourd'hui, dans certains commerces, de pouvoir accueillir, ne serait-ce qu'au compte-gouttes, dans de bonnes conditions, les clients dans de bonnes conditions. Et ça, le gouvernement semble l'avoir oublié. Ça semble assez aberrant. Mais ce qui fait aussi que ce mot d'ordre est de plus en plus suivi, c'est que c'est aussi la France qui travaille et qui dit mais finalement on a respecté tout ce que vous nous avez demandé, on a acheté, on a mis de l'argent dans les protocoles et puis de nouveau on est puni. Et c'est là où les maires sont suivis et peut-être, il faut voir comment ça va évoluer, mais peut-être que ça peut arriver à un mouvement tel que celui des Gilets jaunes où il faut se souvenir qu'on avait une mesure qui était incomprise comme les 80 km/h. Et là, ça a été l'allumette parce qu'il y avait déjà une colère sourde. Peut-être qu'on va retomber dans ce système-là où les maires sentent qu'il y a quelque chose et ça se transforme en colère plus forte. Alors, ils ne sont pas non plus des divisions, les maires, pour l'instant. Hein. Non, mais voilà. Couleur politique. Je pense que on va dire le premier jour de protestation a été très bien mis en scène et mis en valeur avec des maires de villes très différentes. Voire instrumentalisés pour certains. C'est pas impossible non plus. Mais voilà, on va voir en effet ce qui se passe dans les prochains jours. Alors maintenant, la grande bataille du livre avec cette question. Qu'est-ce qu'un commerce de première nécessité? Les libraires, eux, continuent d'être sur la touche et pour faire bonne mesure, alors on ferme du coup les rayons de livres dans les grandes surfaces. François-Xavier Rigaud. On prépare une petite affiche qu'on va coller dans les vitrines à la porte pour que... Non, excusez-moi, je ne pouvais pas droit de venir. Une petite affiche avec toutes les informations nécessaires pour que les passants et les clients sachent comment procéder pour passer des commandes et venir les récupérer. Les librairies, considérées comme des commerces non essentiels, sont fermées depuis vendredi. Seule possibilité pour ce libraire, le click and collect, la vente à emporter. On n'a pas le droit d'accueillir du public à l'intérieur de la librairie. On peut prendre des commandes par mail, par téléphone, par Facebook ou Instagram, faire le paiement dans ce cas-là par carte bancaire au téléphone, prévenir le client, il vient à la librairie, il prend sa commande et voilà. C'est ce qu'on a fait en fin de confinement au mois de mars, donc on est rodé, on a un peu l'habitude. C'est pas une solution idéale, mais c'est mieux qu'une fermeture totale. Mieux que rien. Mais les libraires dénoncent depuis vendredi un manque d'équité par rapport aux grandes surfaces et magasins spécialisés qui, ce week-end, étaient encore autorisés à vendre des livres. Voilà, j'ai acheté celui-ci parce qu'il était quasiment introuvable. Tout le monde s'est un peu rué sur le livre. Et puis pour ma fille, pour sauver son week-end. La FNAC, elle a sûrement eu la dérogation parce qu'ils vendent aussi du matériel informatique, téléphone portable et autres qui, eux, restent ouverts. Mais c'est c'est scandaleux par rapport à la concurrence. Et le gouvernement aurait dû se préoccuper de ça. Et j'espère que le tir sera corrigé dans les jours prochains. Concurrence déloyale
Depuis, le gouvernement a tranché. Dès demain matin, les grandes surfaces ne seront plus autorisées à vendre des livres. Je pense quand même que la notion de première nécessité, elle est toute relative. Moi, j'ai vu des boutiques de foie gras, de vin, de Vapo. Je sais pas, pour moi, par exemple, c'est plus utile qu'il y ait des livres et des puzzles pendant le confinement plutôt que le reste. Mais face à la fronde des libraires, le ministre de l'économie a tenu à rappeler qu'en mars dernier, les syndicats de la profession avaient refusé d'ouvrir leurs boutiques. Sur les librairies, je rappelle que dans le premier confinement, j'avais proposé qu'on les laisse ouvertes. Oui. C'est les libraires qui m'avaient dit que ça n'était pas possible. Depuis, la position des libraires a changé. Ils se disent aujourd'hui prêts à accueillir du public. On s'est organisé depuis le dernier confinement. On a des masques, évidemment. Les clients sont masqués. On a du gel à peu près partout dans la librairie à disposition des clients. Et on est très serein dans notre accueil. En attendant une éventuelle adaptation du dispositif, il ne reste plus qu'Internet pour acheter un livre. Le géant américain Amazon, qui représente plus de 20% des ventes en ligne en France, pourrait être le grand gagnant de cette crise. Je dis aux Françaises et aux Français, peut-être que pendant ce mois-ci, vous pourriez retarder, décaler, plutôt que de commander sur un grand site étranger des produits par Internet. Lutter contre la crise, c'est l'affaire de tous. Pour inciter les Français à commander leurs livres chez leurs libraires, le gouvernement propose de diviser par 3 le tarif des frais postaux pour l'envoi d'un livre. Je ne sais même pas comment qualifier la situation, là, quand on voit la confusion successive, les prises de parole, même du Premier ministre, qui, à mon avis, pense être, dire les choses de façon sympathique, mais qui, en fait, nous explique qu'il ne faut surtout pas qu'on consomme. Comment percevez-vous ça? On se demande s'ils se parlent les uns les autres en ce moment. Non, et puis je trouve que la réaction de Bruno Le Maire est quand même un brin démagogue, c'est-à-dire qu'au mois de mars, la situation était totalement différente, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, donc quand il dit les librairies ne voulaient pas ouvrir, c'était pas le même climat. Donc il faut aussi le rappeler, surtout qu'il est un auteur. Donc il sait l'importance des livres. Mais c'est vrai que la situation est ubuesque, et même plus assez dramatique au moment où on a un débat sur la liberté d'expression, où on appelle à l'éveil des consciences, à l'éveil des jeunes, qu'il n'y ait pas de livre et que ce ne soit pas considéré comme un objet essentiel de consommation, c'est une situation qui en dit long. Rodolphe Bonas. Et juste vous éclairer aussi sur un point qui est essentiel sur je vais vous dire, le business du livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de click and collect, la réalité, ça veut dire que quand vous êtes à l'acte d'achat, vous savez déjà ce que vous allez acheter. Oui. Mais les 30% de livres qui se vendent en magasin parce que vous les découvrez en magasin parce que vous n'avez pas prévu de les acheter, cela je vous garantis que le click and collect, il ne va pas faire le chiffre d'affaires. Et bien là, automatiquement, on est encore dans des décisions, on est très très loin du pragmatisme et de la réalité de ces commerçants et de tous ces gens qui vraiment ont travaillé. Je veux vous donner une autre information importante. Oui. C'est que tous les magasins que l'on ferme actuellement, ils ont des stocks comme jamais. C'est la période de l'année. Ça veut dire qu'on aurait eu la même situation au mois de janvier ou au mois de février. C'était un tout petit peu moins dramatique. Ça le serait, mais ça serait un tout petit peu moins dramatique. Là, on a des gens qui viennent de faire des achats de stocks, de livres, de jouets, de parfums, Pardonnez-moi, on explique que les Français l'avaient énormément anticipé, qu'une bonne partie des fêtes, des achats de Noël avaient même déjà commencé. Et d'ailleurs, ce qui aura permis, en tout cas, si c'est le cas, en septembre et en octobre, à nos commerçants de travailler. Alors, je peux comprendre. 50% des jouets vendus vont être en novembre-décembre. 25% de la parfumerie novembre-décembre. 24% de la déco. 23% du textile. Tout ça, c'est des mois qui sont extrêmement forts. C'est des mois qui sont moteurs. On ne parle même pas des traiteurs, des charcutiers, des pâtissiers, tous les produits de bouche. Là, ça c'est bien évidemment. Et donc du coup, ce que je veux juste quand même éclairer, c'est que sur le livre, typiquement, il ne faut pas imaginer que uniquement parce qu'on a Internet et click and collect, on va s'en sortir. Il y a des livres qui ne seront pas achetés. Alors, click and collect, ça veut dire tout simplement réserver sur Internet, aller chercher au magasin. Voilà. Avant, ça s'appelait passer un coup de fil et dire vous êtes gentil, mettez-moi une côte de bœuf de côté, je passe la prendre dans une demi-heure, mais très bien. C'était ça. C'est devenu click and collect. Yves Calvi, simplement, pardonnez-moi, mais lorsque vous êtes... je vous laisse terminer et vous me direz aussi si ça peut s'appliquer à tous les commerces, cette idée de
Je réserve et je vais chercher. Je vais y venir, mais on démarre un confinement. Vous êtes chez vous, vous avez une démarche sur Internet pour commander un produit. On va vous proposer sur un site d'aller le chercher, de vous déplacer, d'aller chercher au dos de votre librairie, ou bien on va vous le livrer 1 heure ou 2 heures après en bas de chez vous. Vous allez faire quoi? Vous allez attendre qu'on vous livre. Donc le click and collect est une mesure, bien sûr, de survie, mais n'est pas une mesure de développement et de croissance commerciale. Je n'y crois pas. Raphaël Legendre, c'est cosmétique? C'est cosmétique. C'est ce qui permet de survivre, effectivement. De la croissance, certainement pas. On est en période de confinement avec une épidémie qui a explosé en France, en France plus qu'ailleurs. Et donc, encore une fois, eh bien, c'est cette barrière sanitaire qui vient forcément impacter les commerces, y compris le commerce de la culture, malheureusement. Ceci dit, il faut vraiment inviter les Français. Effectivement, c'est pas compliqué. Vous passez un coup de fil, vous allez voir vos commerces de proximité et vous descendez le prendre devant la porte et puis vous rentrez chez vous. Mais c'est tout ce hiatus entre la crise sanitaire, évidemment, et la crise économique. La question qui suit après, c'est combien de temps dure ce confinement en réalité? Et si on ne confine pas dur, si je puis me permettre cette expression, maintenant, oui. Eh bien, on sera confiné plus d'1 mois. Le gouvernement commence déjà un peu à préparer les esprits. Olivier Véran nous dit Noël ne sera pas une fête normale. Je ne sais pas si vous voulez totalement déprimer la France. Et les nouvelles prévisions de récession pour la France seront présentées mercredi. On ne sera plus à -10, mais à -11%. Dans l'absolu, on peut dire qu'on n'est plus à ça près. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement table plutôt sur 2 mois de confinement pour arriver à -11 qu'un seul mois. 1 mois de confinement, c'est 15 milliards d'euros. Pour arriver à ces -11% de récession, 1 point de PIB supplémentaire, c'est 25 milliards. Donc on n'est pas à 15, on est presque au double. Ça veut dire que au gouvernement, on pense peut-être que ça durera plus longtemps que ces 4 semaines. Oui, parce que Emmanuel Macron, lors de sa dernière interview la semaine dernière, avait commencé à préparer les esprits en disant un confinement à minima de 4 semaines. Or, on sait qu'une épidémie, c'est entre 8 et 12 semaines. Et en plus, on a des températures qui sont de plus en plus froides, ce qui n'aide pas pour le Covid et la circulation du virus. Donc, c'est compliqué d'imaginer qu'on sorte du confinement le 1er décembre. Ôtez-moi d'un doute, Raphaël Legendre. Pendant ce temps-là, les pays de la zone asiatique, qui ne sont pas tous des dictatures numériques comme la Chine, ont une économie qui est en train de repartir. Ils ont été alors extrêmement rigoureux, il faut toujours le rappeler, dans leur façon de gérer leur confinement. Mais les dictatures sont assez efficaces en général. Oui, mais il y a aussi la Corée du Sud, il y a le Japon. Enfin, je veux dire, absolument. Et ce sont des gens qui sont en train de reprendre leur part de marché et qui ont une activité qui repart à vitesse grand V. La question, c'est pourquoi l'Occident n'y arrive pas. La Chine a trouvé une crise absolument flamboyante, mais parce que la situation sanitaire n'a plus rien à voir aujourd'hui entre l'Europe et l'Asie. L'Europe est le grand malade mondial de la Covid aujourd'hui, avec les États-Unis, où une 3e vague est en train de repartir effectivement. Mais il se trouve que, alors je n'ai pas l'explication scientifique, mais aujourd'hui, en Asie, le virus ne circule presque plus. Alors certainement parce qu'il y a eu des mesures beaucoup plus drastiques qui ont été prises qu'en Europe, mais c'est un fait, alors que l'hiver est revenu là-bas aussi, beaucoup moins de cas qu'aujourd'hui en Europe. Mais parce que là aussi, la psychologie sociale et la culture en Asie font que le groupe prédomine toujours l'individu. Nous sommes des sociétés très individuées, c'est ce qui fait aussi le charme de nos vies. Mais voilà, on comprend que là, il y a une différence collective majeure. Mais leur économie est bien en train de repartir, on est bien d'accord. Mais voilà, et ce qui prouve que le sanitaire est complètement corrélé à l'économie et que opposer les deux n'est pas forcément la bonne logique en réalité. Pour que l'économie puisse repartir plus fort, il faut traiter le sanitaire. Les deux vont ensemble. Ne pas opposer le sanitaire et l'économie. Nos commerçants pourront repartir une fois que l'épidémie sera très nettement retombée. Et pour ça, il va falloir faire des efforts et être patient. Rodolphe Bonas. C'est juste un point, ce sont des pays dans lesquels l'application des dispositifs sanitaires font partie de leur culture. Il faut comprendre que ce sont des éléments qui sont enseignés depuis longtemps, depuis des générations. Ils ont l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Et vous signifiez qu'en effet, leurs économies sont bien reparties. On peut vous le confirmer parce que tous les produits qui devaient livrer dans nos pays aujourd'hui sont bien arrivés. Ils sont arrivés. Eh oui, bien sûr, ils sont là. C'est disponible. Eux n'ont pas raté Noël. Ah ben non, eux ils sont prêts, ils ont livré tous les clients.
Officiellement, le confinement dure donc jusqu'au 1er décembre, et ce, en dépit des rumeurs ou des craintes d'un prolongement beaucoup plus long. En tout cas, le gouvernement remet 15 milliards chaque mois sur la table pour la durée du confinement. Hugues Dago. Il y a quelques jours, à la veille du confinement, le ministre de l'économie s'est voulu rassurant vis-à-vis des entreprises. Nous voulons leur dire que le soutien économique de l'État sera encore plus fort que lors du premier confinement. Le gouvernement a prévu toute une série de mesures d'urgence à destination de centaines de milliers d'entreprises, comme la prise en charge partielle des loyers, des exonérations ou des reports de cotisations, ou la prise en charge du chômage partiel. Son succès est grandissant. C'est près de 9 millions de salariés qui, au plus fort de la crise au printemps, ont été protégés par l'activité partielle. Ils étaient 1,1 million au mois de septembre. Évidemment, au mois d'octobre, avec les couvre-feux, et au mois de novembre, avec le confinement, ce chiffre va remonter. Il y a beaucoup d'entreprises, parmi les 200 000 commerçants notamment, qui vont devoir fermer dans la période actuelle, qui ont contacté mes services. On avait 5 000 dépôts de dossiers la semaine passée. On est passé jeudi à 22 000 dépôts de dossiers en une journée. Pour demander de l'activité partielle. Le gouvernement prévoit également une montée en puissance du fonds de solidarité, jusque-là limité à 1 500 €. Peu importe le secteur d'activité, peu importe le secteur géographique, toute entreprise de moins de 50 salariés fermée à partir de demain a droit à une indemnisation jusqu'à 10 000 €. Des mesures de soutien à l'économie, estimées à 15 milliards d'euros par mois de confinement. Ils viennent s'ajouter aux 470 milliards, déjà prévus depuis le printemps dernier pour les entreprises. Dans un contexte délicat pour les finances publiques, la dette est estimée à près de 120% du PIB cette année. Et à lire le ministre délégué au compte public, le déficit paraît abyssal. Il est prévu à 248 milliards d'euros en 2020, soit 11,3% du PIB. Le premier confinement avait déjà percuté l'économie française de plein fouet, avec une chute du PIB d'environ 14% au deuxième trimestre. Mais pour Olivier Dussopt, le reconfinement ne signe pas l'écroulement économique du pays. Le ministre rappelle son rebond spectaculaire au troisième trimestre, plus 18,2% du PIB dans une France déconfinée. Le ministre des Comptes publics veut donc croire en la résilience de l'économie française, mais il prévient. Nous acceptons de dégrader massivement nos finances publiques, mais en veillant à ce que ce soit temporaire. Les mesures d'urgence et de relance ne seront pas pérennes. La politique du quoi qu'il en coûte semble avoir atteint ses limites. Est-ce qu'elle a vraiment atteint ses limites ? Je vous avoue que quand j'entends nos ministres, j'ai l'impression que non. Ou alors c'est peut-être ce qu'ils nous racontent pour qu'on ait, qu'on tienne le coup, quoi, d'une certaine façon. Non, elle n'a pas atteint ses limites. On peut aller encore plus loin. Grâce à la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui refinance notre dette à taux zéro. C'est de l'argent gratuit. Et tant que les pays membres de la zone euro auront besoin de cet argent, eh bien la BCE continuera d'imprimer la planche de faire fonctionner la planche à billets. C'est une drogue dangereuse ou c'est un médicament nécessaire ? C'est une morphine monétaire extrêmement dangereuse parce qu'elle instille dans l'idée de nos concitoyens que cet argent magique, il existe finalement. Cet argent magique dont Emmanuel Macron avait dit aux Français il n'y en a pas, il faut faire des efforts. Là, on a l'impression que ces centaines de milliards tombent du ciel, un peu comme par magie. Or, il n'y a rien de magique là-dedans. Cet argent, il faudra le rembourser. Alors, on va l'étaler sur de très nombreuses années. C'est de l'argent qui est emprunté à taux zéro, donc qui ne coûte effectivement pas grand-chose, hormis les centaines de milliards d'euros que va quand même coûter cette crise au final, 200, 300 milliards. On n'a pas la note finale encore, ça dépendra de la longueur de la deuxième et peut-être de la troisième vague qui arrivera l'année prochaine. Mais on peut être sécurisé aujourd'hui tant que l'État aura besoin de brancher l'économie sous assistance respiratoire, la Banque Centrale Européenne, grâce à notre monnaie, l'euro,
eh bien, il n'y a pas d'embouteillage dans la réanimation, Voilà. dans la réanimation de l'économie Absolument. européenne par la Banque Centrale Européenne. Je l'ai bien compris. Marion Mourgue. Mais ce qui veut dire que ça annonce des lendemains assez douloureux. C'est-à-dire que pendant un an, on sait que ça va être quoi qu'il en coûte, comme l'a dit Emmanuel Macron, parce que de toute façon, il faut aider les Français, il faut aider les entreprises. Mais ça veut dire que au lendemain de 2022, après la présidentielle, le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir va arriver avec une dette abyssale et va devoir engager des réformes. Et là, ça va être très dur pour les Français parce qu'ils vont être exsangues par les différentes vagues, les plans sociaux, le chômage qui ne cesse d'augmenter. Donc les Français vont être très anxieux et en même temps très fatigués par cette crise. Et il va falloir mettre un coup de collier supplémentaire pour arriver à des réformes. Rodolphe Bonas, dans cette série de bonnes de nouvelles, et voilà, qui nous donne un exactement. moral formidable. Oui, je reviens. On va juste continuer pour donner encore un dernier éclairage, c'est-à-dire que là, on a bien parlé de la dette de l'État, c'est-à-dire de tout ce que l'argent de l'État va donner en subvention et en aide à l'ensemble de l'économie française. L'État, c'est nous, faut toujours le rappeler. Exactement, c'est nous. Mais il faut rappeler aussi une chose, c'est que l'État a mis en place un dispositif de prêt aux entreprises. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les fameux PGE, les prêts garantis par l'État, qui ne sont pas encore intégrés dans ce dispositif, mais qu'à un moment, la cloche va sonner, c'est-à-dire les banques vont aller voir toutes ces entreprises en disant écoutez, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il va falloir commencer à rembourser. Et on sait déjà, d'ores et déjà, qu'il va y avoir des centaines, des dizaines de milliers d'entreprises qui vont dire écoutez, je ne peux pas rembourser. Non. Et là, ces montants-là ne sont pas encore intégrés dans ces calculs. Donc il y a fort à parier que la dette va augmenter des deux côtés, c'est-à-dire à la fois dans les aides de l'État, mais aussi du côté des entreprises, avec un tissu économique affaibli. La bonne nouvelle là-dessus, c'est que pour l'instant, ces chiffres datent d'avant le reconfinement. Oui. 70% des prêts garantis aux entreprises n'avaient pas été tirés par les entreprises. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Ça veut dire que la trésorerie, en réalité, de nos entreprises se porte plutôt bien après le premier confinement. Les entreprises... Comment expliquez-vous ça? ont fait la consommation de l'été non, c'est que leur situation financière dans l'ensemble est assez saine. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est aussi grâce, évidemment, au rebond de la consommation après l'été. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Le PIB a rebondi de plus de 18% au deuxième trimestre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ces prêts ont été contractés par sécurité, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que pour l'instant, ils ne seront pas trop difficiles à rembourser. Pour les 70%. Pour les 70%. Voilà. Et simplement, pour la dette publique, je voulais rebondir sur ce que disait Marion tout à l'heure, c'est que effectivement, il va falloir parler dès maintenant de la manière dont on va rembourser cette dette pour préparer l'échéance de 2022, car il sera très difficile d'imposer sinon ce thème après 2 années où l'État aura dépensé sans compter, quoi qu'il en coûte. Or, les investisseurs étrangers qui financent aussi notre dette, près de la moitié de notre dette, ce sont des investisseurs étrangers, regardent évidemment ce que la France pourrait faire par la suite pour avoir des finances publiques plus saines que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. La France, depuis des années, est le mauvais élève de la classe européenne en termes de finances publiques. Et donc peut-être préparer les réformes qui vont suivre après, et notamment la mère des réformes, qui sera la réforme des retraites, celle qui permet d'économiser le plus d'argent. Ça, on souhaite bon courage au gouvernement pour réussir à ne serait-ce que l'enclencher d'ici 2022. Ma question n'est pas facile, mais comment peut-on aborder une période électorale comme celle que nous allons connaître, dans les circonstances économiques que nous et sanitaires que nous traversons? Ça veut dire que ça s'annonce explosif. Alors déjà, on va se poser la question, est-ce qu'on pourra voter? Puisqu'on sait qu'on va sûrement reporter les élections régionales. Donc on peut imaginer qu'a priori, la présidentielle, c'est pas tout de suite, on aura trouvé des traitements, on aura trouvé un vaccin, donc on devrait réussir à voter. Mais ça veut dire quand même que la société va être très fracturée, très tendue. Et avec des débats qui vont être très forts entre les différents candidats. Donc, arriver à se faire entendre dans ce contexte-là pour évoquer des réformes comme la réforme des retraites, je souhaite bien du courage à celui qui va le faire. Et en même temps, il faut le faire. Oui, c'est-à-dire qu'on va au-devant de réformes qui n'ont pas été faites, qui sont compliquées, et dans un climat très, très perturbé lui-même, et avec du clivage et du rapport de force permanent. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, et dans un calendrier qui se raccourcit chaque jour un peu plus. C'est-à-dire que le temps pour le faire est de plus en plus court, et que l'urgence galope. Alors, il y a la rumeur de la 3e vague, ce qui est aussi une façon d'évoquer le 3e reconfinement. Enfin, ça vous vient aux oreilles? Est-ce que c'est
de la communication ou de l'influence qui est mise en place. Comment percevez-vous ça? Mais c'est pas forcément une rumeur. C'est-à-dire que le Conseil scientifique l'explique bien. Aujourd'hui, on met un couvercle pour essayer de calmer ces chiffres qui sont galopants et de faire redescendre cette épidémie. On sait que dès qu'on soulève le couvercle, la vie reprend. Et en plus, on est dans l'hiver. C'est-à-dire que quand les températures s'améliorent, c'est mieux pour le virus. Là, on est dans un automne et un hiver jusqu'à mars. Ce qui fait que c'est très probable qu'il y ait quand même une troisième vague et donc un troisième reconfinement entre janvier et mars. Donc il faut s'y préparer parce que plus on anticipe, plus on a une situation qui est plus facile à gérer économiquement après. Nos médecins nous disent qu'ils ont appris des choses dans la première vague, dans le traitement physique. Est-ce que sur le plan économique et social, on a appris des choses de la première vague que vous voyez se mettre en place en ce moment? Moi, j'ai l'impression d'une grande confusion, pour dire les choses simplement. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Très franchement, on n'a pas du tout l'impression que cette seconde vague a été préparée, que ce nouveau confinement a été préparé. En témoigne la pagaille qu'on constate aujourd'hui. Par contre, on peut dire que toutes les mesures économiques qui ont été mises en place extrêmement rapidement dès le mois de mars ont été les bonnes mesures. C'est-à-dire que mettre l'économie, elles étaient absolument nécessaires. Mettre l'économie sous perfusion et sans compter était la bonne décision. Le chômage partiel qui n'avait pas été mis en place après la crise de 2008 est une excellente décision. L'Allemagne l'avait fait avec le Kurzarbeit et c'est ce qui a permis à l'Allemagne de préserver son tissu industriel et c'est ce que la France n'avait pas fait à l'époque. On en a payé les pots cassés pendant 10 ans. Donc ça, c'est une très bonne mesure. Et puis le plan de relance qui a été mis en place à la fois pour parer au plus pressé et préparer l'avenir de l'économie française est également la bonne chose à mettre en place. En tout cas, ce que dit le FMI aujourd'hui, qui vient de publier un article sur la France. Rodolphe Bonas. Et simplement pour éclairer quand même sur cette première vague de confinement et sur la deuxième, ce que l'on peut quand même constater, c'est qu'on a eu une réaction des Français qui est quand même une réaction de discipline, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, les Français portent le masque. Aujourd'hui, les Français utilisent le gel hydroalcoolique lorsqu'ils rentrent dans des magasins ou lorsqu'ils rentrent dans des lieux publics. Les entreprises se sont adaptées, qu'elles soient ouvertes au public ou des entreprises qui sont du secteur privé. Ouais. C'est absolument colossal. Quand on dit qu'est-ce qu'on a appris, on a appris qu'on pouvait aussi être un pays qui se mette en mouvement pour essayer de combattre cette épidémie et de manière collective. Et il faut le souligner. Et tous les jours, il faut le dire. Parce que c'est dur pour les Français. Et quand on annonce un confinement aujourd'hui en veille de période de Noël en disant métro, boulot, dodo, c'est quand même compliqué psychologiquement pour les Français, il faut le saluer. Vous connaissez mon côté facétieux, on continue de mettre de l'argent de côté sur les livrets A. Plus que jamais. Plus que jamais, oui. Plus que jamais, et ça va continuer. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ce gros ouf? Alors ça peut être la bonne nouvelle de la mi-2021. On vit aujourd'hui dans un monde d'incertitude. On ne sait pas combien de temps va durer l'épidémie, on ne sait pas combien de temps on va être confiné. L'investissement des entreprises, c'est terminé. Les ménages, n'en parlons pas. Mais comme on est sous perfusion publique, on épargne, et on épargne beaucoup d'argent. 80, peut-être 100 milliards à la fin de l'année. Ce sera encore davantage au printemps prochain. Or, au printemps prochain, on aura quand même beaucoup d'incertitudes qui vont être levées. D'abord, au printemps, on peut espérer que l'épidémie recule. On aura peut-être des traitements qui seront arrivés. On aura très certainement les premiers vaccins qui seront là. Au niveau international, on aura passé l'élection américaine, qui était un élément d'incertitude ça va nous faire du bien aussi. On aura passé le Brexit, donc on saura dans quel cadre on est. Et à ce moment-là, peut-être que la confiance des Français pourra repartir avec beaucoup d'épargne à dépenser. Et du coup, le rebond de l'économie française, s'il n'est pas trop abîmé par une vague de licenciements qui pourrait être violente à ce moment-là, eh bien, toute cette épargne pourrait porter la consommation. Et peut-être qu'on aura de bonnes nouvelles à l'été prochain. Bon, écoute, pourquoi pas? Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, Isabelle Moreau et l'équipe du MAG reçoivent ce soir les comédiens Redia Kateb et Nadia Tereskiewicz. Ils sont les têtes d'affiche de la toute nouvelle création originale de Canal+, Possession, qui démarre ce soir à 21h sur notre chaîne. Passez donc une excellente soirée et à demain. Merci de votre fidélité.